bonne présentation. Donc, du coup, je vais vous faire la présentation d'un article scientifique. Tout d'abord, il y aura la présentation de l'article, les recherches que j'ai effectuées, notamment sur les bilans, les compétences et le dossier des soins infirmiers qui sont inscrits dans l'article, une partie critique, la conclusion et la bibliographie. Tout d'abord, l'article, c'est un article français qui date de 2012 et il a été fait par plusieurs auteurs en région parisienne. Donc, le contenu de l'article, c'est surtout sur les compétences de l'infirmière dans un hôpital de jour gériatrique d'évaluation gériatrique. Donc, on a une sorte de petite introduction, si on peut appeler ça comme ça, où on a une rapide définition de l'HDJ gériatrique, médecine, chirurgie obstétrique, qui intervient. Donc, globalement, il disait que c'était les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Et il disait que la présence des infirmiers et infirmières était très importante pour tout ce qui est la coordination, etc. Donc, dans l'article, c'est surtout les compétences qui sont mises en avant. Donc, il dit que les infirmiers et les infirmières, ils ont des compétences relationnelles, techniques, diagnostiques et éducatives. Et dans chaque partie, ils les ont un peu détaillées pour expliquer ce qui se passait dans leur HDJ. Donc, au niveau relationnel, c'est tout ce qui est l'accueil, l'information, la recommandation aux patients de diverses choses, notamment de ce qu'ils vont faire lorsqu'ils viennent en journée pour faire le bilan. Et les infirmiers et infirmières sont également à l'écoute et à l'attention du patient. Donc, concernant les compétences techniques, donc c'est les prélèvements biologiques, le traçage de l'ECG, assurer l'antalgie et assister les médecins et aider à la prise de médicaments si besoin. Donc, les infirmières ont aussi des compétences diagnostiques, donc notamment pour rechercher les facteurs de risque vasculaire, l'état nutritionnel, l'autonomie, l'hyperglycémie, la douleur, le risque de chute, ainsi que l'observation du comportement du patient au cours de la journée. Et grâce à tous ces éléments, ça permet aux médecins gériatres d'effectuer une synthèse complète. Et concernant les compétences éducatives, donc c'est signaler les situations à risque. Donc dans l'article, il disait que c'était tout ce qui était la perte d'autonomie, la perte des liens sociaux, s'il y avait des risques de chute et notamment la dénutrition. Donc les infirmiers et infirmières donnent aussi des premiers conseils, notamment sur l'hygiène et l'alimentation. Ils sont en charge du dossier de soins infirmiers. Et à la toute fin de l'article, il disait qu'il y avait quelques qualités essentielles aux infirmiers et infirmières pour être dans un HDJ. Donc, il y avait l'organisation pour coordonner les différentes activités. L'observation, donc c'est globalement pour savoir si le patient va bien, c'est ce que le patient a un malaise par exemple. La patience pour expliquer si besoin au patient s'il n'a pas compris les consignes. De la pertinence, donc c'est pour faire passer les bilans, etc. Et de la rigueur pour faire en sorte que tous les soins prescrits soient effectués. Donc du coup, j'ai fait quelques recherches, notamment sur des termes que je ne connaissais pas forcément et qu'on n'avait pas vu en cours. Donc notamment de MCO, donc c'est un terme utilisé pour désigner des activités de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultation externe. Donc c'est des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie, ambulatoire et cancérologie. Et notamment d'HDJ d'évaluation, donc c'est un hôpital de jour à des diagnostics. Donc il est ambulatoire et pluridisciplinaire. Et en faisant quelques recherches, j'ai trouvé une sorte de trame de tests qui a été fait dans un HDJ d'évaluation, donc avec une consultation médicale, une évaluation gériatrique standardisée, un rendez-vous avec une assistante sociale, une évaluation psychomotrice, cognitive avec des tests neuropsychologiques, un soutien psychologique et ou un entretien avec un infirmier pour la personne, mais aussi pour les aidants qui sont présents. Toujours là. Donc, dans l'article, on nous parle aussi du circulaire de direction d'hospitalisation de l'organisation des soins du 28 mars 2007. Donc, c'est un ensemble d'annexes sur l'amélioration de la filière de soins gériatriques. Et je vous ai mis un extrait. Donc,
concernant l'hôpital de jour gériatrique. Donc, dans cette annexe, on a la définition, les missions principales, comment le patient intègre, par exemple, l'hôpital de jour, comment est-ce qu'il s'organise, etc. Maintenant, je vais vous parler de l'évaluation gériatrique standardisée. Donc, c'est une méthode de diagnostic multidimensionnelle et interdisciplinaire. Donc, le but est de déterminer les capacités fonctionnelles, psychologiques et médicales d'une personne âgée fragile dans le but de développer un plan de soins ainsi qu'un prix de plus optimal. Donc, dans l'évaluation gériatrique standardisée, donc, elle regroupe différents bilans, donc notamment pour l'état physique, cognitif, l'autonomie, l'équilibre, les fonctions sensorielles, l'évaluation sociale, la qualité de vie, etc. Donc, il est expliqué dans l'article que dans la VDG en région parisienne, ils le font passer quel que soit le motif initial, donc ça peut être pour des troubles de la marche, des plaies, des escarres, un bilan de prévention. Et associé à cette évaluation gériatrique, il rajoute le comportement de la personne au cours de la journée. Donc maintenant, je vais vous parler des différents bilans qui sont inscrits dans l'article. Donc, tout d'abord, pour l'état nutritionnel, ils utilisent le MNA, donc le Mini Nutritional Assessment. Donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il existait en deux versions. Donc, là, c'est la version longue avec 18 items. Et la plus courte, elle a juste la partie qui est dite de dépistage en bleu. Donc, cette évaluation, elle permet de voir si la personne âgée est en risque de dénutrition ou pas. Donc, avec des questions notamment sur la consommation d'aliments comme les fruits, les produits laitiers, sur si la personne elle boit suffisamment, si elle a un stress, etc. Donc ensuite, concernant l'indépendance, il y a deux bilans qui sont utilisés. Donc pour les activités de la vie quotidienne, c'est l'indice de Lucas, qui permet de dire si la personne elle est indépendante ou non sur différents items comme le soin corporel, l'habillement, la toilette, les transferts, la continence et l'alimentation. Et pour ce qui est dit des activités instrumentales de la vie quotidienne, c'est le test de l'automne. Donc, ce bilan-là, c'est pour le téléphone, faire les courses, la cuisine, le ménage. Et dans la version que j'ai trouvée, il y a là une cotation pour les femmes et une cotation pour les hommes. Et pour les femmes, on peut remarquer que faire la cuisine, le ménage et le linge, ils le font sans enfant. Donc, pour tout ce qui est du comportement de la personne, on a le GDS, donc le gériatrique émotionnel. Donc, c'est un questionnaire que le patient peut remplir lui-même ou que le professionnel de santé peut faire à la place de la personne en lui posant les questions. Donc, ça permet de dépister la dépression chez les personnes âgées. Donc, il y a différentes versions pour ce bilan-là. Donc là, c'est la version plus longue où il y a 30 questions. Mais il y en a où il n'y en a que 15, 10, etc. Donc, à chaque question, il y a une réponse, il y a un petit astérisque qui signifie que la réponse vaut un point. Et à la fin, on fait l'addition de tous les astérix pour savoir s'il y a une probabilité de dépression ou non. Donc, pour ce qui est de l'équilibre, dans l'HDJ parisien, ils utilisent le TUG, donc le Time Up and Go. Donc, ce bilan consiste à faire en sorte que la personne elle soit assise, elle doit se lever, marcher 3 mètres, faire de l'autour, marcher 3 mètres et s'asseoir. Donc, il est dit que si le temps pour faire le parcours est supérieur à 10 secondes, il y a un risque de chute. Et en plus du temps inscrit, le professionnel note toutes les observations, les choses qu'il peut remarquer. Donc, ils utilisent aussi un bilan pour l'acuité visuelle, donc c'est l'échelle de Montpellier. Donc là, il y a deux versions, une version qui se finit par ZI et une autre version qui se finit par NXY.
Donc cette version-là, il faut la placer à 5 mètres de la personne et l'autre version, il faut la placer à 3 mètres du patient, parce que je n'ai pas réussi à prouver pourquoi l'immunité devait être placée à position de la personne. Et là, je vais vous parler donc, des compétences que j'ai pu trouver. Donc, les compétences qui sont là, elles viennent du décret de compétences des infirmiers. Donc, il y en a 10 au total. Donc, elles sont présentées d'abord avec les petits numéros sans vraiment de détails. Et là, je vous ai mis la compétence 6 pour la communication, où il explique avec plusieurs petits termes qu'est-ce que cette compétence comprend, et notamment le définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication. Et de plus, dans l'article, il y a un auteur, M. Avec, qui a fait un livre qui parle des compétences de l'infirmière en gériatrie. Il essaie de trouver des petits extraits pour les mettre, mais je n'ai pas d'accès. Et les dernières recherches que j'ai faites, c'est sur le dossier de soins infirmiers. Donc, c'est un dossier qui prend en compte l'aspect préventif, curatif, éducatif et relationnel du soin. C'est un outil de traçabilité avec des informations précises et fiables et qui permet aux médecins d'effectuer une synthèse complète. Donc, j'ai trouvé qu'on pouvait dire que le dossier il était divisé en 3 parties, donc avec une partie administrative pour l'identification de la personne, comment elle est rentrée dans le service, où est-ce qu'elle est, quelle est la prise en charge. Une partie médicale avec des fiches d'observation, des prescriptions médicales et d'examen, le diagnostic et s'il y a d'autres problèmes de santé à noter. Et une partie dite infirmière où c'est surtout les transmissions, les feuilles de surveillance et les fiches de liaison. Si je devais faire une critique sur cet article, je dirais qu'il apporte des informations malgré qu'il soit petit. Donc, il fait 3 pages. Donc, on peut enlever la première page qui est vraiment fait résumé en français et en anglais. Donc, les données, elles sont compréhensibles. Les références, elles ne sont pas forcément accessibles parce qu'il y avait des liens Internet et quand on essaie de les inscrire sur Google, etc., ça me disait qu'il y avait plus de pages Internet dessus. Il date de 2012, donc ça m'a fait poser des questions sur notamment si d'autres recherches ont été faites sur le sujet, que ce soit sur des infirmières en HDJ ou des autres professionnels de santé en HDJ. Et j'ai trouvé quelques articles, notamment sur l'importance de l'HDJ gériatrique, et il date à peu près de 2012 aussi, mais il n'y a pas d'autres recherches qui ont été faites sur le sujet. Et si je voulais vraiment énormément de détails, il fallait vraiment faire beaucoup de recherches complémentaires. Et du coup, cet article il permet d'en savoir plus sur le rôle des infirmières en HDJ gériatrique. Et le fait que les évaluations ne soient pas passées par les infirmières, ça évite qu'il y ait des doublons. Par exemple, nous, en RD, on travaille beaucoup sur l'autonomie de la personne. Donc, on peut utiliser les bilans pour les activités de la vie quotidienne. Donc, on pourrait le faire et les infirmières pourraient aussi le faire de leur côté. Et du coup, ça créera un doublon. Et ça serait plus idéal parce qu'il y a des réponses qui peuvent ne pas coordonner. Mais en soi, ça pourrait être. Voir si la personne est à peu près la même chose, mais pas super. Et donc, du coup, s'il y a besoin, les autres professionnels, lorsqu'ils ont des entretiens avec les patients, ils vont juste demander des informations complémentaires par rapport au bilan. Et demander un peu plus de détails sur le domicile, sur comment est-ce qu'il marche, les idées techniques, etc. Donc, en conclusion, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de points communs entre les différentes disciplines, notamment sur tout ce qui est les compétences de relation, de diagnostic. La recherche, c'est quelque chose de très important pour la pratique professionnelle, c'est pour les connaissances. Et certaines recherches peuvent être inaccessibles et c'est un peu dommage parce que ça peut nous freiner dans ce qu'on recherche. Et il y a quand même une complémentarité entre les différentes disciplines dans la santé. Donc, ce que j'entendais par là, c'est que je voyais ça comme un espèce de maillon. Et par exemple, il y avait l'infirmière et à chaque professionnel pouvait s'accrocher sur ce maillon, vraiment faire en sorte que la prise en charge elle soit pluridisciplinaire et la plus complète possible.